On a beaucoup parlé de la Méditerranée cet été, enjeux géopolitiques sur fond de guerre et de course à l'énergie. On en reparle, c'est le grand angle de ce samedi 29 août. Pour réfléchir à des sorties de crise, s'est tenu aujourd'hui un forum Moyen-Orient-Méditerranée organisé par l'Université suisse de Lugano, un forum en ligne cette année en raison de la pandémie et auquel vous avez participé. Gilles Kepel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, l'un des meilleurs spécialistes en France de l'islam et du monde arabe contemporain, l'auteur de Sortir du chaos, les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, paru en 2018 chez Gallimard, un titre toujours d'actualité. On l'a vu, l'été a été chahuté en Méditerranée orientale. C'est un espace stratégique regorgeant d'hydrocarbures, trop étroit pour que le seul droit de la mer puisse le régir. Deux conflits, Syrie-Liban, un antagonisme intrinsèque Israël-Palestine, une opposition tendue Grèce-Turquie. Rien ne va plus en Méditerranée orientale ? Oui, vous pouvez aussi ajouter le traité de paix, d'échange d'ambassadeurs entre Israël et les Émirats arabes unis, qui bouleverse complètement la carte, les alliances, etc. Est-ce qu'il y a une tempête géopolitique qui se prépare ? Oui, en fait, on a l'impression que, si vous voulez, que le conflit israélo-arabe, qui était très structurant, est aujourd'hui un peu mis de côté. La preuve, Israël a signé avec un troisième pays arabe, les Émirats, même s'ils ne sont pas directement riverains de la Méditerranée ni voisins d'Israël. Mais on voit bien deux espèces de coalitions se former. Une coalition que j'appelle, dans un livre à apparaître bientôt, la coalition fréro-chiite. Vous avez donc les soutiens des frères musulmans, c'est-à-dire la Turquie et le Qatar, alliés à l'Iran, qui pourtant est chiite, mais qui s'appuie sur Turquie et sur Qatar contre l'Arabie saoudite, contre l'Égypte, contre les Émirats. Et Israël a rejoint cet axe, alors qui a été appelé l'alliance abrahamique, si vous voulez, parce qu'il y a des juifs, des chrétiens, des musulmans. Et on voit que ces équilibres, en fait, sont en train de sont en train de se modifier, et c'est assez complexe à voir, parce que, par exemple, la Turquie, qui est un soutien aujourd'hui de l'Iran, s'est battue contre les agents de l'Iran dans la guerre civile syrienne. La Turquie soutenait l'opposition syrienne, et l'Iran, comme la Russie, soutenait le régime Bachar al-Assad. On va revenir à tout ça, parce que c'est vrai que c'est très complexe. On voit que ces équilibres sont en train de se modifier. À votre invitation, le président français s'est chargé d'ouvrir le forum d'aujourd'hui par un message vidéo. Emmanuel Macron a esquissé quelques pistes de réflexion. Ces bouleversements ne lui ont pas échappé. Il a posé en préambule un constat d'échec. On voit notre Méditerranée prise dans des conflits depuis plusieurs années qui, là aussi, ont profondément changé les équilibres de toute cette région. Le conflit syrien, le conflit libyen, qui, et il faut le regarder avec beaucoup d'humilité, se caractérise plutôt par la multiplication d'erreurs des puissances occidentales, qui n'ont pas réussi à bâtir leur paix et à substituer à ou bien une souveraineté qu'elles contestaient, des solutions impériales qu'elles contestaient, ou bien la lutte contre le terrorisme, des solutions inclusives. Et on voit plutôt, dans ces deux théâtres de conflit que sont la Syrie et la Libye, une situation comme de guerre sans fin, qui est le théâtre de réémergence de deux grandes puissances régionales, la Russie et la Turquie, chacune avec leur agenda. Est-ce que c'est un constat d'échec et d'erreur que vous partagez ? Oui, assez largement, même pour la France. En Syrie, pendant la guerre civile, on est parti en étant convaincu que le régime de Bachar al-Assad allait s'effondrer d'une minute à l'autre, et en considérant que l'opposition, qui était une opposition démocrate et très sympathique au départ contre un régime autoritaire, sans voir que celle-ci se faisait phagocyter par les islamistes et les djihadistes, si vous voulez. Je pense que, c'est pas parce que je suis universitaire que je dis ça, mais les dirigeants politiques ont complètement méprisé la connaissance que pouvaient avoir les universitaires de la question, qui voient les choses un peu sur le temps long, se sont précipités dans des actions qui sont retournées contre eux. En Libye, idem. Petit tacle contre les politiques. Là, dans le forum, il y avait aussi la société civile qui se veut inclusive dans les recherches de solutions. Vous en faites partie, vous, comme universitaire ? Oui, tout à fait. Enfin bon, là, je ne fais que citer le président de la République, lui-même un politique, qui a lui-même critiqué ce qui s'est passé, certes avant lui, bien sûr. Mais la société civile, quel rôle ? Parce que ça veut tout dire et rien dire. Ce que nous essayons de faire avec ce forum de Lugano, en Suisse,
l'Université de la Suisse italienne, qui se tient déjà depuis 3 ans. Cette année, on l'a fait en ligne. On a généralement 150 à 200 jeunes gens et jeunes filles d'un espace qui va de Téhéran à Casablanca en passant par Aubervilliers ou Bagdad et Tel Aviv, et où on a des gens qui communiquent, qui d'habitude ne se parlent pas, qui essayent de construire ensemble un avenir commun pour cette zone Méditerranée-Moyen-Orient. Parce que c'est ça l'idée, c'est que il n'y a plus de Moyen-Orient comme tel. Le Moyen-Orient, aujourd'hui, a débordé sur la Méditerranée très largement. On le voit quand M. Erdogan réislamise Sainte-Sophie, veut refaire la guerre à la Grèce comme si on était encore dans l'Empire ottoman. On va revenir dans un instant. Avant, un mot sur le Liban. Après l'explosion dans le port de Beyrouth, Emmanuel Macron s'est très vite rendu sur place. Il doit y retourner d'ailleurs cette semaine. C'est ce qu'il avait promis. Est-ce que vous parleriez-vous d'une ingérence française au Liban ? Non, je ne pense pas. Je crois qu'il était d'abord très important d'être présent à la fois pour déclencher un flux important d'aide humanitaire. Le surlendemain, il y a eu une conférence. Il a eu des mots très durs contre les autorités libanaises quand même. Un pays ami qui vient critiquer les autorités, c'est plutôt inhabituel. Il n'était pas le seul, et les Libanais eux-mêmes se sont déchaînés là-dessus. Nous avions justement au forum à Lugano Nassif Héti, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui avait démissionné quelques jours avant l'explosion pour protester contre la gabegie et l'incapacité du système politique à mettre en œuvre quoi que ce soit. Et en ce sens, Emmanuel Macron, dans ses propos, n'a fait que exprimer ce que pensent les 90% des Libanais. Si vous voulez. Alors, on va revenir à ce qu'on pourrait appeler le feuilleton de l'été, qui risque d'être aussi celui de l'automne, les passes d'armes entre la France et la Turquie. La Turquie a commencé aujourd'hui 2 semaines de manœuvres militaires en Méditerranée orientale. Ces opérations interviennent dans un contexte de vive tension. La découverte d'importantes réserves de gaz a ravivé un contentieux territorial avec d'un côté la Turquie, de l'autre la Grèce et Chypre. Dans son allocution, Emmanuel Macron a détaillé 4 axes: le religieux, le démographique avec la migration, le politique et bien sûr l'énergie. La Méditerranée est en train de redevenir une route des transits, et en particulier des transits énergétiques. C'est ce qui d'ailleurs crée toutes les tensions en Méditerranée orientale. Ce sont les routes ou les forages du pétrole et du gaz. On le voit aussi dans cette guerre en quelque sorte juridique des reconnaissances réciproques, de la délimitation des souverainetés ou des zones économiques exclusives. Et sur ce volet, je crois que nous avons là aussi un défi collectif. Nous ne pouvons pas nous engager dans une espèce de course en avant qui nous ferait subir en quelque sorte cet agenda profondément incohérent avec un développement durable de la Méditerranée. On ne peut pas non plus dire qu'on va priver des pays ou des peuples en situation de grande pauvreté des ressources qui sont aujourd'hui les leurs. Et donc il nous faut construire en quelque sorte une Pax Mediterranea autour de ce sujet de l'énergie. On le voit bien, beaucoup ont intérêt à ce que ce sujet énergétique n'apparaisse pas en Méditerranée orientale. La Russie, qui cherche essentiellement en Méditerranée des points d'accès, parce que c'est une obsession historique, et qui a elle-même ses propres ressources à écouler vers l'Europe, le reste du monde, et qui veut garder son hégémonie. On voit toute la tension que la Turquie nourrit, en plus de tout le reste, dans la région à cet égard. Mais on voit l'opportunité que cela représente pour, évidemment, le Liban, l'Égypte, qui vient de découvrir d'importants gisements, et beaucoup d'autres pays. On ne peut pas non plus laisser ces pays exploiter cette énergie sans considérer que la Méditerranée ne peut pas devenir maintenant le théâtre des pipelines ou des extracteurs. Alors l'escalade entre la Turquie et la Grèce a laissé craindre le pire cet été. Des tensions où la France est spontanément intervenue. Est-ce que la France se pose comme gendarme ? Non, la France, dans l'axe, les 2 axes que j'avais évoqués tout à l'heure, les frérots chiites d'un côté et l'alliance abrahamique, est clairement dans une logique où elle veut freiner les ambitions de la Turquie et aussi défendre ce membre de l'Union européenne qu'est la Grèce,
et qui est aujourd'hui l'objet de menaces, y compris de fouilles, de recherche de gaz dans les zones économiques exclusives, etc. Donc, ça allait assez loin cet été. On a vu quand même. oui, et ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un risque de militarisation? Je pense qu'on peut dire que c'est fait, mais est-ce qu'il y a un risque de conflit? La militarisation. Alors, vous avez en fait un déséquilibre des forces parce que vous avez deux États de la Méditerranée qui ont des porte-avions, qui sont la France et l'Italie. La Turquie n'en a pas, et c'est pourquoi sa capacité, si vous voulez, d'action est quand même beaucoup plus limitée. Monsieur Erdogan est pris dans une sorte de fuite en avant aujourd'hui parce qu'il a de très grosses difficultés intérieures et il veut mobiliser son opinion publique derrière lui dans une espèce de surenchère xénophobe, etc. Là, on est dans une surenchère, mais est-ce qu'on montre les bras? Est-ce qu'on montre ses muscles? Ou est-ce qu'en effet, ça peut déraper en conflit? Oui, parce que la Méditerranée orientale est aujourd'hui pleine de navires de guerre. Et il y a eu un incident franco-turc il y a quelque temps, il y a eu un incident gréco-turc il y a très peu de temps. Et là, vous avez effectivement des manœuvres aujourd'hui au large de la Grèce, au large de la Crète, des manœuvres navales. Vous avez à la fois les marines grecques, chypriotes, françaises et italiennes, ce qui est nouveau parce que l'Italie était beaucoup plus sur la réserve et je crois être aujourd'hui de plus en plus inquiétée par la démarche turque. Et quelles sont les ambitions de la France justement sur ce gaz, sur ce pétrole? Alors, la France, dans cette affaire, si vous voulez, est présente à la fois en Libye. Et nous avons eu justement à Lugano un panel, comme on dit en français, très intéressant avec le patron de la compagnie de pétrole libyenne, Mustafa Sanalla, ainsi que Patrick Pouyanné et puis un collègue italien également, qui ont expliqué justement comment la Libye doit absolument remettre en marche son exploitation pétrolière, le pétrole libyen étant extrêmement peu onéreux. Et les revenus du pétrole libyen, si vous voulez, pourraient remettre en marche le pays. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et intéresser la France, parce que c'était ça ma question. Oui, bien sûr, intéresser la France. Mais l'idée, alors il y a eu, vous savez, c'est pas un secret, entre l'Italie et la France, pas mal de conflits sur la Libye. L'Italie était l'ancienne puissance coloniale, était très présente. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un consensus pour la remise en marche du système. Et c'est bien le problème que nous avons, c'est que l'Union européenne est complètement désunie face à cela. L'Europe n'a pas de diplomatie et elle n'a pas de politique de défense et de sécurité commune véritablement. Et ça, c'est un véritable problème. Et là, c'est quand même rangé derrière la Grèce face à la Turquie, en menaçant la Turquie de sanctions s'il n'y a pas d'accord, voilà, etc. Jusqu'à un certain point. Enfin, l'Allemagne, qui préside l'Union ce trimestre, a envoyé son ministre des Affaires étrangères, M. Heiko Maas, faire une sorte de navette à la Kissinger entre Athènes et Ankara. Mais ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Et pour l'instant, on a l'impression qu'il y a quand même une volonté de montrer les muscles en Méditerranée orientale. Et nous essayons justement à la fois pour les universitaires d'analyser les choses, les mettre en perspective pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Après, les politiques prennent les décisions qu'ils veulent. Mais comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans l'affaire libyenne au départ, et en Syrie, les décisions ont été prises un peu rapidement, et il ne faudrait pas que ces erreurs se reproduisent. Une dernière chose pour conclure vraiment en 30 secondes. On voit qu'Emmanuel Macron veut jouer un rôle actif, un rôle fort. Est-ce que la France a les moyens de ses ambitions dans une région aussi complexe, aussi éclatée? Alors, je crois qu'elle a les moyens de ses ambitions à partir du moment où elle la joue européenne. Et cette ambition. Et c'est ça qui est extrêmement important. Si vous voulez, c'est pas seulement, bien sûr, Macron étant très visible, charismatique, va à Beyrouth, hein, c'est très bien. Mais il est le porte-parole de l'Europe. Voilà, je crois qu'il faut autant que possible s'assurer qu'il y a un appui européen, parce que c'est ça qui lui donne la force. C'est pour ça que Mme Merkel, du reste, est venue le voir à Brégançon. Et Gilles Kepel, merci d'être venu décrypter cette région qui est quand même toujours assez complexe, mais c'était un plaisir. Merci, à très bientôt.